Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier Let's Talk de l'année, qui est sur le sujet de Azure OpenAI et comment intégrer les IA génératives dans vos applications. Alors du coup, le but de ce talk, c'est de vous présenter simplement le service de Azure OpenAI, voir quelques fonctionnalités qu'on a, et je vous ai préparé une démo, tout simplement, et on va ensuite simplement conclure. Et vous allez voir tout ce qui va être possible de faire. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Azure OpenAI? C'est un service Azure qui permet de communiquer avec des modèles d'OpenAI. C'est un service qui est donc intégré dans le marketplace, qui donne accès à plusieurs modèles, donc à GPT 3.5, à DALL-E 2 qui est en preview seulement en US, à DALL-E 3 qui est en preview en Suède, et à GPT 4 qui est accessible via une demande d'accès. L'accès pour l'instant est en bêta, et c'est une bêta fermée, il faut demander l'accès. Vous avez un formulaire à remplir qui est assez simple, on va passer dessus un peu après. Et ensuite, on a plusieurs outils qui sont mis à disposition. On a Azure OpenAI Studio, on a plusieurs SDK qui sont disponibles en .NET, en Go, en Java, JS, Python. Pour l'instant, ce sont les seuls langages qui sont disponibles. Il y a aussi une API REST qui est utilisable. De toute manière, ici, je vous présente un état seulement du service. Mais il est constamment amélioré et il y a de nouvelles choses qui sont mises dessus. Donc, pour faire un petit tour sur les fonctionnalités que je vais présenter aujourd'hui, en démo, on va voir comment faire une gestion de conversation contextuelle, comment est-ce qu'on peut répondre à partir d'une base de connaissances. On va voir aussi ce que c'est les function calls. Vous allez voir qu'on va pouvoir on va pouvoir programmer des actions à la suite de la réponse de ChatGPT. Et pour appeler ensuite une API et enrichir sa réponse et appeler à des services live. Et on va aussi voir le service de génération d'images et faire un tour aussi de tout ce qu'il y a après. Et c'est principalement le but en fait de ce talk, c'est de montrer un peu tout ce qui est possible et tout ce qui est faisable avec, et surtout de voir à quel point l'intégration est facile. Donc je vais simplement passer là-dessus. Et donc, je vais passer sur mon interface Azure, donc, que vous voyez là, que ne vous voyez pas du tout, vous voyez mon fond d'écran. Hop. Du coup, là, vous voyez mon interface Azure. Vous voyez, donc là, j'ai mon ressource groupe dans lequel j'ai mis toutes mes ressources concernant Azure. Et si vous voulez créer une ressource sur Azure OpenAI, donc déjà, je vais vous montrer la page un peu du service. Vous voyez ici que on doit demander un accès. Vous avez ici un Apply for Access. Quand vous cliquez dessus, on vous envoie vers un formulaire où vous devez remplir un certain nombre d'informations. Donc au niveau de ce pourquoi vous voulez l'utiliser, sur quelle souscription vous voulez l'activer, le nom de votre entreprise, etc., etc. Donc ça prend quelques minutes à remplir. L'accès n'est pas automatique ensuite. Ils reviennent, dans le mail qu'ils disent, ils reviennent vers vous dans les 7 prochains jours. Et moi, quand j'ai demandé accès, ils m'ont donné accès dans la journée. Donc temps de réponse qui est assez court, mais ils peuvent mettre un peu de temps si jamais il y a besoin. Du coup, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, comment est-ce que vous créez une ressource? Alors, vous allez dans le marketplace, donc vous allez sur Create dans votre ressource groupe. Et si vous cherchez simplement OpenAI, vous allez avoir un service ici dans lequel vous allez pouvoir créer un service Azure OpenAI. Vous cliquez sur Create et vous renseignez les informations habituelles sur Azure pour à la fois le nom du service, dans quelle région, etc. La région est importante ici parce que des services qui sont en preview que dans certaines régions, comme vous disiez par exemple, DALL-E 2 est disponible uniquement dans la région East US, DALL-E 3 uniquement en Suède, et même l'accès à GPT-4 où il faut faire une autre demande d'accès est disponible que dans certaines régions un peu plus diverses. Notamment, vous allez voir en Suède. C'est pour ça que moi j'ai créé déjà ma première ressource. Donc si on va dessus, donc vous avez votre overview classique, standard, donc on voit où est-ce qu'on a.
Vous pouvez accéder à vos clés et endpoints. Et en fait, les clés et endpoints, c'est vraiment les deux seules choses dont vous avez besoin pour accéder au service. Une fois que vous avez votre endpoint, une fois que vous avez votre clé, avec les SDK, vous pouvez automatiquement requêter. Et ensuite, on a accès à un autre outil. Quand on revient sur l'overview et qu'on va ici tout en haut sur Go to Azure OpenAI Studio, on nous affiche un nouvel écran où on va pouvoir gérer un peu nos modèles et tester un peu certaines choses. Donc ça prend un peu de temps, c'est normal. Et vous voyez ici, on a un playground en fait où on peut voir déjà, donc il nous propose plusieurs actions pour commencer. Et un des premiers aspects que je veux montrer, c'est l'aspect qui est important, c'est les déploiements. Les déploiements, en fait, vous allez pouvoir créer plusieurs parties, enfin, plusieurs modèles, entre guillemets, d'applications se basant sur des modèles classiques. Donc là, par exemple, on voit que j'en ai 3 que je vais utiliser pendant la démonstration. Donc le premier, il s'appelle DALL-E 3. Donc DALL-E 3, c'est le modèle d'image. On nous donne un peu des informations, notamment le rate limit si jamais il y en a. Et ensuite, j'en ai créé deux autres, un qui s'appelle ChatTest et un qui s'appelle GPT-432K. Donc le GPT-432K, c'est le nom du modèle classique et c'est juste pour avoir un modèle vanilla. Et le ChatTest, c'est quelque chose où je me suis permis un peu plus de liberté. Pour voir un peu ce que ça contient et ce qu'on peut faire, on peut aller dans Playground et aller au niveau du chat. Et on peut ici, on a ici un assistant, une interface avec laquelle on peut communiquer. On peut mettre des messages système, on a plusieurs templates de messages système qu'on peut choisir. Par défaut, il nous met simplement que on a un assistant qui nous aide à trouver des informations. Et vous pouvez choisir sur quel déploiement vous allez faire. Donc là, vous voyez que j'en ai deux de texte, ChatTest et GPT-4. Il y a une différence entre les deux. La différence à l'heure actuelle est que dans ChatTest, on peut faire quelque chose qui est assez sympa. C'est on peut ajouter une data source. Je pensais que c'était configuré, c'est pas grave. Je vais pouvoir vous montrer un peu comment ça marche. Quand vous ajoutez une data source, en fait, comment ça va fonctionner. Vous pouvez vous connecter à plusieurs services Azure qui vous permettent de rechercher. Vous avez le Azure AI Search, qui est le service d'indexation un peu équivalent à un Elasticsearch, etc. Sur Azure. Vous pouvez vous connecter à un blob storage pour donner en source de données tous les fichiers que vous avez à l'intérieur, un Cosmos DB ou simplement uploader des fichiers. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà configuré un Azure AI Search. Je vais regarder celui qui m'intéresse, donc c'est celui-ci. Et vous allez demander quel index vous allez utiliser. L'index que je vais utiliser s'appelle MLFiles Index. Et je vais pouvoir l'utiliser. Et il va chercher automatiquement dans vos ressources. Ensuite, vous pouvez avoir... vous cochez la coche pour dire que vous comprenez que vous connectez à un Azure AI Search et que ça va entraîner du débit. C'est principalement ça là-dessus que ça va le faire. Ensuite, on vous demande quel champ vous voulez mapper. Donc ça, c'est les champs habituels. Juste rapidement là-dessus, vous avez le contenu du coup, le file path, le titre du document et l'URL. Ensuite, comment on va chercher, donc par keyword, c'est le seul qui est disponible à l'heure actuelle. Et ensuite, on sauvegarde en fini. Et donc là, automatiquement, il va sauvegarder. Et donc là, toute ma source de données MFS Index, elle va être indexée et ChatGPT va pouvoir utiliser les données qu'il y a là-dedans pour répondre à mes questions tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce que j'ai mis là-dedans pour l'instant, c'est simplement des documents généraux sur du machine learning. C'était en lien avec un cours que j'ai fait. Je voulais avoir une IA qui puisse me répondre avec beaucoup de machine learning. Lui donner des documents, des PDF, elle me répond. Attention, quand on donne des fichiers qui sont trop gros, il y a une limite de taille tout simplement qui est de 16 mégabytes, je crois. Au-delà, il va pas vous indexer, il va complètement ignorer les fichiers. Donc, si vous avez des PDF qui sont plus longs, je vous conseille de les découper tout simplement ou de les compresser pour optimiser un peu de la place. Donc ensuite, vous avez donc maintenant que j'ai mon data source, j'ai mon système, je vais pouvoir essayer de poser une question. Par exemple, simplement,
qu'est-ce qu'une classification? Donc une classification, pour ceux qui ne savent pas en machine learning, c'est simplement résoudre un problème pour classifier des données, les mettre dans des boîtes entre guillemets, entre plusieurs catégories possibles. Par exemple, une image, si vous avez une image d'un chiffre, est-ce que c'est un 0, un 1, un 2, un 3, etc. Donc si j'envoie, il va mettre un peu de temps. On est sur GPT-4, donc ça prend un peu de temps. Et à la fin, je vais avoir une réponse normalement. Et il me répond que la classification est une tâche d'apprentissage supervisé en machine learning où un modèle est formé pour prédire. Donc là, il continue à me répondre, la réponse vient petit à petit. Et là, vous voyez que une classification, en vrai, c'est pas juste ça. Il aurait pu me répondre sur des champs beaucoup plus distincts. La classification de dossier, c'est quelque chose que je fais manuellement, par exemple. C'est pas juste de machine learning. Mais comme je vais préciser des sources en machine learning, il m'a retrouvé dans les documents les informations qu'il y avait. Donc là, c'est pour la réponse sur le fonctionnement. Et à côté, vous voyez qu'on a aussi des paramètres. Donc là, vous avez un onglet configuration. Et vous avez à côté des paramètres, vous pouvez configurer la réponse. Vous pouvez configurer le max response pour le nombre de tokens que vous allez autoriser pour répondre. La température pour avoir un IA plus ou moins créatif. Plus la température est chaude, entre guillemets, plus la température est haute, plus l'IA est créative, entre guillemets, et aléatoire dans ses réponses, elle va se permettre un peu plus de choses, alors qu'une température de 0 va être l'IA va être très déterministe, elle va répondre aux mêmes questions la même chose. Le top P, c'est un peu l'inverse de la température, c'est-à-dire que plus c'est haut, plus la réponse est déterministe. Vous avez aussi ici deux autres choses dont je vais parler, qui sont des pénalités. Vous pouvez aussi faire en sorte que l'IA évite de répéter les mêmes mots. Et du coup, vous pouvez ajouter une frequency penalty ou une présence penalty. Et donc, plus elle est haute, plus elle évitera de répéter les mêmes mots. Voilà pour un petit tour d'aperçu. Un petit tour aussi au niveau de DALL-E. Alors, vous pouvez aussi mettre un prompt ici, mais j'ai fait une petite application autour. Et on va pouvoir voir un peu tout ça. Donc moi, ce que j'ai fait pour montrer un peu l'intégration là-dessus, c'est que j'ai fait une petite application en Vue qui va requêter un back-end en .NET qui va lui appeler le service Azure OpenAI. Donc je vais vous montrer un peu de code. On va commencer par simplement l'appel à base documentaire et dire certaines choses. Donc, ici, on vient ici. Et en fait, ici, je vais vous montrer un peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors déjà, au numéro 1, donc là, j'ai une application .NET ASP.NET classique, découpée avec des contrôleurs, etc. Enfin, des contrôleurs, des modèles, et surtout, j'ai mis toute la logique dans des services. Au niveau des dépendances, vous voyez que moi, tout ce que j'ai Swagger, certes, mais surtout, j'ai Azure AI OpenAI, qui est le SDK de Azure pour OpenAI, que j'ai installé. Donc pour l'instant, la dernière version, c'est la bêta 12. Et donc le SDK n'est pas encore tout à fait prêt, il est encore en bêta, il y a encore des changements de temps en temps. D'ailleurs, pour préparer ce talk, c'est un talk que j'ai déjà fait au MTG il y a à peu près 2 mois. J'ai dû mettre à jour tout simplement le SDK et il y a eu quelques petits changements qui étaient assez embêtants, mais que j'ai pu corriger. Et donc pour utiliser le service, tout simplement, dans ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'injection de dépendance de ASP.NET Core. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut enregistrer des instances de clients et les récupérer automatiquement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ici, vous voyez que tout ce que j'ai fait, c'est que j'instancie le OpenAI client qui vient du coup de ma librairie Azure. Je lui donne dedans mon endpoint et je lui donne ensuite la clé que je récupère dans mon service Azure. Et c'est tout ce que j'ai besoin pour récupérer mon service. Une fois que j'ai fait ça, et ben c'est bon. Vous voyez que ça, je récupère de ma configuration et c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à utiliser le SDK de Azure OpenAI et de l'utiliser ailleurs. Donc je vais vous montrer un exemple assez simple que j'ai fait. En fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est le truc le plus simple qu'on peut faire, c'est appeler un modèle avec les messages système et un user prompt. L'idée, c'est, alors il n'y a pas de gestion de contexte, tout ce qu'on fait, c'est l'IA, ChatGPT, on le prend pour vraiment un assistant naïf et qui n'a pas de rétention de contexte.
et on lui demande un message. Donc moi ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai pris les messages, donc là j'ai une méthode qui va me prendre des systèmes prompts, donc qui sont plusieurs une charge de caractères, et une chaîne de caractères pour mon user prompt. Je transforme juste mes prompts ici en prompt système. Donc vous avez une classe ici qui s'appelle chat request system message, qui va vous convertir ça automatiquement en prompt système. Vous avez ensuite le message utilisateur, c'est un chat request user message, donc c'est un message utilisateur. Et vous voyez que je stocke tout ça dans une liste de chat request message. Donc ce chat request message représente tous les messages qu'on peut avoir. Donc les messages les plus courants, c'est les systèmes, les users. Donc système, c'est pour les instructions, un peu les métadonnées qu'on donne à notre IA pour répondre. Hein, c'est des instructions qu'elle va suivre. Le chat user, c'est ce que l'utilisateur va lui demander. Et vous pouvez aussi passer des chats assistants qui sont des réponses précédemment qu'elle lui a données. Ensuite, tout simplement, vous récupérez ici. Donc moi j'ai récupéré une instance de mon OpenAI client. Donc vous voyez avec l'injection de dépendance, hein, tout ce que j'ai à faire c'est de besoin de l'injecter dans le service. Et je le récupère et je le stocke et j'ai récupéré mon instance. Et j'appelle ensuite l'API chat completion async pour tout simplement appeler l'API de chat. L'objet il prend une option ici. On lui donne le deployment name. Donc le deployment name, si vous vous souvenez, c'est ce que dans Firefox, enfin dans Azure, le nom de mon déploiement. On lui envoie les messages et on peut lui envoyer tout un tas de paramètres. Donc là par exemple la température j'ai mis à 0.7, je lui ai dit qu'elle pouvait faire 1000 tokens à la fois. Je lui ai donné une frequency penalty à 0 et présence penalty à 0. Vous avez d'autres paramètres que vous pouvez configurer. La doc est assez bien fournie là-dessus. Une fois qu'on a récupéré la réponse, donc là à ce moment-là, il va faire la requête à notre modèle Azure OpenAI et on va avoir une réponse. On récupère la valeur, on récupère le premier choix, et le contenu du message qui est à l'intérieur. Et là, on a récupéré notre réponse. Comment ça fonctionne dans les faits? Dans les faits, tout simplement. Donc là, je vais ici. Là, je vais faire appel du coup à ChatTest qui est là où ma base documentaire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lui envoyer en français. Donc tu es un super assistant. Donc là, je vais prendre c'est des prompts rapides que je mets pour donner des conseils et lui dire t'es un assistant. Et si je lui demande encore une fois qu'est-ce qu'une classification, je vais rentrer trop dans les détails. Donc là, ça va répondre, ça te met toujours un peu de temps. Donc là, on appelle le service, on récupère la réponse, et à un moment, je vais avoir mon texte. Donc là, voilà, c'est un processus qui vise à regrouper, etc. Et là, il me parle de biologie, etc. Donc là, on voit que la température fait qu'il a un peu dévié de la base originelle, même si à la fin, en particulier, il me parle de l'apprentissage automatique, donc du machine learning, et qui est bien ce que je lui avais donné en base documentaire. Donc ça c'est le but, vous voyez le code qu'il y a pour faire ça, il est assez simple. Moi tout ce que j'ai fait dans le front, il est assez simple. Tout ce que je lui envoie c'est les messages qu'on a là. Et de toute manière, tout ça est sur un repo GitHub, dont je vous donnerai le lien à la fin. Vous pouvez voir un peu tout ce qui est fait. Donc ça c'est pour tout ce qui est conversation classique. Je vais passer maintenant sur la conversation, et sur la conversation, je vais tout de suite démarrer avec les mêmes questions. Alors c'est une application simple, hein, j'ai pas fait beaucoup d'amélioration du X pour des raisons évidentes, de gain de temps tout simplement. Et on va voir comment est-ce qu'on peut gérer le contexte. Donc je lui pose la même question, il va me donner une réponse qui est similaire. Mais en attendant qu'il me donne la première réponse en tout cas, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer le contexte. Pour gérer le contexte, tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de lui envoyer juste un chat système et un message système et un user prompt, je vais lui renvoyer à chaque fois toute la conversation. Donc avec le prompt système et les messages. Donc là, vous voyez, là en entrée, j'ai mes messages. Alors qu'est-ce que c'est un message dans mon cas? En fait, ce que j'ai fait moi côté front, c'est que j'ai donné un rôle à chaque message et une valeur. La valeur, c'est simplement le texte. Et le rôle, vous voyez que moi, mes rôles, c'est système, user, assistant. J'ai rien de plus. Et donc,
je vais envoyer mes messages comme ça dans une grande liste ordonnée et je vais convertir chacun des messages en fonction du type. Donc là, en fonction du message, soit j'ai un message système, soit j'ai un message assistant, soit j'ai un message user. Par défaut, je mets que c'est un message user pour les personnes. Et cette série de messages, eh ben, je l'envoie de la même manière que mon autre série de messages directement à l'API de Azure OpenAI. Avec la même méthode, getChatCompletionAsync, avec les mêmes options. Sauf que là j'ai un peu augmenté les tokens, enfin c'est parce que je voulais montrer autre chose, mais on va pas pouvoir y arriver. Parce que je voulais montrer comment on gère en fait les dépassements de contexte, je voulais montrer en pratique, je vais juste montrer comment on fait, enfin en théorie en tout cas. Donc une fois que vous avez, enfin actuellement j'utilise GPT-4 32K, donc ça veut dire qu'on a droit à 32 000 tokens. Comment est-ce qu'on arrive à compter le nombre de tokens? C'est pas compliqué, 1000 tokens c'est à peu près 750 mots. Faire simple. Et donc 32K, ça veut dire qu'on est à peu près à 24 000 mots pour faire simple. Donc un bouquin de 60 pages. Et donc quand on arrive au bout de ce contexte, donc quand on envoie des messages équivalents à 60 pages de messages, texte, comment est-ce qu'on fait pour garder le contexte? Et bien tout simplement, on va faire une chose, c'est on va lui demander de résumer la séquence de messages qu'on lui a mis. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Pour avoir un résumé de la séquence de messages qu'on lui a mis, simplement on va lui dire, on va renvoyer le même message à ChatGPT et on va lui dire, voilà, je veux que tu me résumes la conversation suivante. Et donc je lui ai mis les mêmes system prompts que les autres, donc je lui ai dit résume la conversation suivante en un court paragraphe d'environ 150 mots, et je lui ai dit que la conversation est délimitée par des caractères spéciaux. Comme ça, il va bien identifier la conversation. Je récupère mon premier message et mon dernier message, je rajoute les délimiteurs, je convertis mes messages système et j'envoie mes messages tout simplement et je les convertis en liste. Donc là, c'est mes messages que je vais demander de résumer. Et donc là, si vous avez suivi, c'est la demande que je vais faire, c'est pas réponds-moi à cette demande d'utilisateur, c'est résume-moi la conversation suivante. Je lui envoie. Je lui ai mis toujours les mêmes paramètres avec 1000 tokens, température à 0,7. Pour ce genre d'opération, peut-être que réduire la température est une bonne idée. Mais vous lui envoyez la même chose, il va vous répondre, il va vous résumer, et le contenu, ce que vous faites, c'est que vous le stockez. Et donc pour la logique un peu de ce qu'il y a, simplement c'est ici, avec le contexte. Donc là vous voyez que j'appelle ma méthode de mon service. Et en fait, vous voyez que ici, ensuite, après, j'ajoute la réponse en tant que... alors, normalement, s'il me répond normalement, pardon, mon message, je le mets en tant qu'assistant et je renvoie ça au front-end. Si on a ici une exception, que la requête a failed, c'est sûrement parce que, en fait, on a dépassé le nombre max de tokens. Et dans ce cas, je résume le contexte, je lui envoie les messages et vous voyez que le message que j'ai obtenu, je le mets en message système. Comme ça, le modèle, quand il va répondre, il va avoir ce contexte en mémoire et il va pouvoir enlever tous les messages qu'il y avait avant. Je garde les autres prompts système, et ensuite maintenant j'ajoute la question et j'essaye de répondre à la question avec le contexte et le message. Je renvoie tout ça et après tout le reste c'est de la logique front-end back-end. Je renvoie les messages en entier à mon front-end pour qu'il ait tout le contexte et qu'il ait toutes les nouvelles informations. Donc ça c'est pour gérer un contexte. Si on revient maintenant un peu à ma démonstration, donc là il m'a répondu. Et donc là je vais lui demander qu'est-ce qu'une classification et donc là je vais lui demander comment mesure-t-on ses performances. Le but ici c'est de montrer que l'IA comprend le contexte. Mesure-t-on ses performances. Donc pour faire un point sur ce que je demande exactement à l'IA, en machine learning, les algorithmes de classification, pour savoir leur efficacité, on a des mesures qu'on peut utiliser et des mesures qui vont nous donner la précision tout simplement de notre algorithme. Et donc on appelle ça des performances, et donc moi en lui demandant ces performances, je attends ce qu'il me donne des métriques précises sur la classification, et particulièrement en informatique. Donc normalement il va me donner un certain nombre de termes, et comme ici j'ai simplement mis comment mesure-t-on ses performances, et je m'attends à ce qu'il reprenne sur le terme une classification. Sachant que je suis avec GPT-4 a tendance aussi à
pas utiliser que la base documentaire, mais aussi à drifter un peu. Mais toujours revenir bizarrement en fin de message vers la base documentaire qu'on a. Je n'ai pas encore exploré exactement pourquoi. Je suppose qu'il y a des manières avec des prompts de gérer ça. C'est pas le but de ce talk. Donc on attend. Là la réponse est en train de générer. Et là, il me donne, pour le coup, exactement la chose dans le domaine de l'apprentissage automatique, donc de machine learning. Et là, toutes les précisions, et là, je peux confirmer, je peux vous dire que toutes les métriques qu'il me donne, tous les points ici, ce sont bel et bien des scores qu'on utilise effectivement en machine learning pour mesurer la précision d'un algorithme de classification. Nous en donne même beaucoup, sont les principales, et moi la réponse me satisfait énormément. Alors évidemment, on a une base documentaire basée là-dessus, c'est aussi la connaissance générale. GPT-4 a été entraîné avec énormément de données un peu partout sur Internet, et ça ne m'étonnerait pas qu'un modèle vanilla nous donne aussi ce genre de réponse. Cependant, que ce soit aussi spécialisé dès le début sur machine learning, ça prouve bien que ça appelle à une base documentaire. Donc ça, c'est pour l'appel contextuel, donc vous voyez, c'est assez simple. Et pareil, le code n'est pas très compliqué, il suffit juste d'envoyer tous les messages d'un coup, et quand vous en avez trop, hop, vous résumez, et vous avez un appel qui est assez simple. Une dernière chose que je vais vous montrer avec ChatGPT pour l'instant, c'est ce qu'on appelle le function call. Alors qu'est-ce que le function call? Le function call, en fait, le principe est assez simple. Le principe, ça va être de dire à ChatGPT, bon ben voilà, on te demande des informations que tu ne peux pas redonner, mais par contre qui vont déclencher une action chez nous. Une action qu'on va pouvoir, une action que nous on va pouvoir faire quelque chose et te donner plus d'informations avec lesquelles répondre. L'exemple que je vais utiliser ici, c'est l'exemple de la météo. C'est-à-dire que la fonction que je vais utiliser, c'est une fonction qui s'appelle getWeatherFunction, que j'ai définie moi-même, on verra la définition après. Où je lui ai dit, bon ben voilà, donne-moi la météo, tout simplement. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner une function definition. Donc, il faut définir cette fonction, qu'est-ce que c'est? Et donc, cette fonction définition, c'est une classe qui est fournie par Azure OpenAI. On va lui donner un nom à la fonction, une description. Donc là, on voit que la description, c'est récupérer la météo actuelle du lieu renseigné, et des paramètres. Les paramètres sont des choses que ChatGPT va vouloir récupérer de l'intention et que vous allez pouvoir lui redonner et que notamment la fonction va pouvoir prendre derrière. Donc vous lui donnez, vous lui dites que les paramètres qu'il recherche dans la question, ça va être une localisation et une unité. Donc la localisation, c'est là on voit la description, c'est la ville, la région, le pays, et l'unité en Celsius, en Fahrenheit. Et je dis qu'en required, on a besoin de la localisation. Je donne les options, et juste en dessous, vous voyez tout ce que je vais récupérer. C'est ici, je vais avoir une fonction getWeather qui va être la fonction que je vais appeler ensuite. Une fois que j'ai récupéré, en fait, avec la GPT, la localisation et l'unité que voulait l'utilisateur, je vais pouvoir appeler ma fonction derrière qui va me dire, bon ben voilà, la température fait ça. Là, normalement, je devrais appeler une API de météo, type Météo France, etc. pour récupérer la météo. Moi, j'ai simplement renvoyé un objet tel quel avec la température à 31 degrés. Donc, peu importe où est-ce que j'appelle, etc., il fera 31 degrés. Derrière, j'aurais pu implémenter un vrai appel API. Et j'ai des classes utilitaires là-dessus. Donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a récupéré la définition de fonction, tout simplement, on va pouvoir recréer notre complétion comme avant, notre chat completion option comme avant. Donc ça, c'est les options qu'on passe, vous vous rappelez, dans les paramètres de ce qu'on envoie dans le chat completion. Donc ça va contenir les messages, et vous voyez que ici, on va dire qu'il y a un objet qui s'appelle functions, on va pouvoir rajouter une fonction qui est notre getFunction definition. Et donc, ici, ce qu'on va dire, c'est que dans la réponse, n'oublie pas, on va dire à ChatGPT, n'oublie pas que toi, tu peux récupérer la météo en faisant appel à cette fonction. Et donc, s'il détecte qu'on demande à propos de la météo, il va nous donner les informations de la météo.
Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Faut faire attention au domaine d'application, mais ça peut être utile aussi typiquement pour connecter ça à une base de connaissances que vous avez en interne sur des données que vous ne voulez pas forcément divulguer, ou pour récupérer des informations sur des produits, par exemple, si vous voulez faire une FAQ, un chatbot qui répond là-dessus. L'appel ensuite, c'est encore une fois le même, get chat complétion, et ensuite il faut traiter la réponse. Une fois que vous avez la réponse, eh ben, on va détecter est-ce que c'est un function call ou pas. Donc en gros, le finish reason, il va nous dire est-ce que la raison pour laquelle c'est fini, c'est parce qu'on a décidé d'appeler la fonction qu'on a derrière. Si oui, ça veut dire qu'on doit appeler notre fonction qui va donner la réponse. Donc là, ça veut dire qu'on a demandé la météo, par exemple. Donc on ajoute le function call en tant que message. En tant que message assistant, d'ailleurs, vous voyez, et on va récupérer tous les paramètres de notre fonction. Vous voyez que dans nos messages, on récupère quelque chose qui s'appelle function call et on peut récupérer les arguments. On désérialise tout ça pour récupérer les propriétés, et ça nous permet d'avoir un objet qui contient la localisation et l'unité. Je passe ça dans ma fonction qui va faire ici l'équivalent de mon appel API, et je vais pouvoir ensuite renvoyer la réponse avec un nouveau message qui s'appelle le chat request function message, donc c'est un type de message particulier qui va permettre de dire ben voilà, tu vas pouvoir reprendre mes messages précédents et ce coup-ci, voilà les informations que tu as pour répondre à l'appel de fonction, et donc du coup, ben, génère-moi une réponse. J'ajoute le message, j'ajoute la fonction dans tous les messages existants et je vais pouvoir rappeler l'API pour me donner une vraie réponse. Et je renvoie le message. Et donc là, vous voyez que je suis dans une boucle while, donc c'est-à-dire que tant que j'ai des function calls, on peut enchaîner les function calls comme ça, on a besoin de plus d'informations, et appeler les fonctions et jusqu'à ce qu'on ait une réponse définitive. Comment ça se passe en réalité? Comment ça s'utilise? Tout simplement, hein, le but va être exactement le même. Donc je vais mettre toujours le même prompt assistant. En vrai, je pourrais ne pas mettre de prompt, mais... Et donc je vais demander quel temps fait-il taper du main, c'est pas facile. À Strasbourg. C'est ce qu'ils se demandaient. Donc, hop, j'envoie le message. Donc là, il va voir qu'on demande bien la météo. Par défaut, il dit rien. Et là, il me dit qu'il fait 31 degrés Celsius à Strasbourg. Alors, je vous rassure, il ne fait pas 31 degrés à Strasbourg à l'heure actuelle. J'ai vu la neige tomber il n'y a pas 20 minutes. Mais pour voir, les 31, c'est bien les 31 que j'ai défini dans mon function call et dans ma réponse que j'ai attendue. Il m'a pris il a pris Celsius par défaut parce que c'est la valeur que je lui dis par défaut. Et donc ça, c'est pour appeler un function call. Vous pouvez appeler autant de function call que vous voulez derrière, comme je vous disais. Et comme ça, vous pouvez interagir, enfin, vous pouvez faire en sorte que ChatGPT interagisse le plus possible avec les bases de données. Ou avec des fonctions que vous avez externes. Maintenant, donc là, je vous ai montré quelques actions qu'on pouvait faire avec ChatGPT. Le code, vous voyez, est assez simple. En tout cas, l'utilisation du SDK est assez simple. Après, c'est surtout de la logique de logique de chat, en fait, qu'il faut implémenter. Alors, maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec DALL-E. Alors, DALL-E, le service est assez simple aussi. Tout ce que je vais faire, en fait, tout simplement... En fait, ici, dans mon modèle, je vais envoyer deux choses. Je vais envoyer une taille d'image et je vais lui envoyer un prompt. Dans le prompt, le prompt, vous allez voir, c'est quelque chose de... Enfin, comment récupérer une image, c'est assez simple. Vous allez avoir dans votre OpenAI client un truc qui s'appelle Get Image Generations qui va vous permettre de récupérer les images. Et qu'est-ce que vous allez y passer? Vous allez passer, comme avant, un objet option avec le nom du déploiement. Donc le déploiement, c'était encore une fois ce qu'on retrouve dans l'interface Azure. Donc là, il s'appelle DALL-E 3. Le prompt et la taille de l'image. Et à la fin, une fois que vous avez récupéré votre image, vous allez récupérer une URL. Et je vais pouvoir envoyer cette URL, moi, à mon front et afficher l'image, tout simplement. Donc,
qu'est-ce qu'on peut dessiner? Je sais pas. Moi, j'avais un truc un peu absurde. Buvant son café. Oula. Dans la forêt. Et j'aimerais bien un truc un peu sympa. Style... En impressionniste. J'aime bien l'impressionnisme. Impressionniste. Donc là, je vais lui donner un prompt, tout simplement. Hein. En gros, je me génère du coup un loup qui boit son café dans une forêt, avec un style impressionniste. Donc impressionniste, vous savez, un peu style Claude Monet, etc. C'est un style visuel très particulier, mais que j'aime beaucoup. Et on peut faire des choses en pixel art, on peut faire des choses et on peut améliorer le prompt à chaque fois. Et donc là, je vais demander de générer une image. Donc on attend un peu, ça prend toujours un peu de temps. Et là, vous voyez qu'on a le loup qui boit son café dans une forêt avec un style un peu comme ça, où on voit bien les traits de peinture qui correspond un peu à un style impressionniste. Donc très sympathique. Et donc vous voyez que le code qui génère tout ça est extrêmement simple à utiliser. Donc pour l'instant, j'ai parlé uniquement d'utilisation, c'est vrai, j'ai pas parlé d'une chose qui est un peu moins cool, je vais parler maintenant d'un peu de tout ce qui est prix. Combien ça coûte tout ça? Hop. Est-ce que je peux... Donc normalement si je fais ça... Ok. Donc, maintenant parlons un peu de prix. J'espère que vous voyez bien dans la salle aussi. Alors déjà, point sur les prix, donc comme vous disiez, les tarifs, ils sont à l'utilisation uniquement. Je vous ai mis le lien dans PowerPoint pour le détail des tarifs. Mais pour faire simple, le prix est suivant. Donc le ChatGPT 3.5 est relativement peu cher. Vous êtes à peu près à 2 centimes par 1000 tokens. Donc 1000 tokens, ça compte à la fois le prompt et la complétion. Vous voyez qu'il y a une différence de tarification entre le prompt et la complétion. Le prompt, c'est ce que vous lui envoyez, la complétion, c'est ce qu'il va vous redonner. Donc là, c'est pour le contexte 4K, pour le contexte 16K, donc il va prendre un peu plus de mots. Vous voyez que là, les prix ont augmenté un peu. On est à 3 dixièmes de centimes, pardon, et 4 dixièmes de centimes. Et avant, c'était 0,2 centimes par 1000 tokens. Donc, un modèle comme GPT 3.5, qui est déjà très performant, est relativement peu cher à l'utilisation. Pour 150 mots, vous n'êtes même pas au centime. GPT-4 est un peu plus cher. Le contexte à 8K tokens, donc qui permet de récupérer 8000 tokens, enfin d'envoyer 8000 tokens au total. Il est à 2 centimes, enfin presque à 3 centimes pour les prompts et à 5 centimes pour les prix. Vous voyez que le modèle 32K, on double la mise à peu près. Hein. Et encore, les prix par rapport à la fois où j'ai fait le talk au MTG, les prix ont très légèrement baissé de l'ordre de quelques dixièmes de centimes. C'est pas grand chose, mais c'est toujours quelque chose à noter. Les prix diminuent un peu. Pour Dali, par contre, Dali, on est sur d'autres mesures. Dali 2 pour 100 images, on est à presque 2 euros, 1,80 €. Et pour Dali 3, 100 images, on est à 7,20 €. Donc on est à 7 centimes par image. Donc dépendant de votre utilisation, ça peut plus ou moins vite chiffrer. Pour une utilisation telle quelle, c'est pas... En vrai, c'est pas déconnant, on arrive très... Enfin, pour l'utilisation qu'on a sur une application en prod, on a quelques euros qui partent par mois, ce qui est pas grand chose. Après, ça va dépendre de votre utilisation. Par contre, c'est sur le service en lui-même, c'est tout ce qui coûte là-dessus. Par contre, tant que je suis sur les prix, alors, tant que je suis sur les prix, ok, bon. Je vais vous montrer un peu quand même ce qui coûte un peu parce que y a une chose que je veux montrer. C'est le prix au total. Ce qui coûte cher en fait là-dedans, notamment quand vous avez une base de connaissances, ça va pas être tant votre service Azure OpenAI. Ça va être vraiment le Azure AI Search. Alors vous avez un tiers gratuit que moi j'ai utilisé malheureusement pour autre chose là-dessus, mais ça me permet de vous montrer le tiers basique
Le tiers basique, il coûte, vous voyez là, on a un forecast à 70 €, pardon, par mois. Et la majorité de ça, c'est le Cognitive Search. Et vous voyez que là, mon test, il me coûte que 48 centimes. Mon Azure OpenAI, il m'a coûté 48 centimes. Et ça, c'est que de l'utilisation. Et le storage, il coûte pas très cher non plus. Mais donc, faites attention quand vous utilisez ce genre de service qui va vous coûter cher. Enfin, en tout cas, un prix fixe qui n'est pas vraiment compressible, c'est le prix de l'Azure Cognitive Search. Voilà. Un point aussi, tant que je suis sur le navigateur, je vais vous montrer aussi quelque chose. Une question qui m'est revenue quand j'ai fait ce talk une première fois, c'est est-ce que Azure utilise vos données? Alors, vous envoyez vos données sur un service Azure, donc évidemment que Microsoft peut lire, évidemment. Cependant, dans leurs conditions de service, et je suis actuellement sur Learn Microsoft, sur la partie sur les data privacy et security dans Azure OpenAI, ils mettent bien que nos prompts et nos complétions, nos embeddings et toutes nos données d'entraînement ne sont pas disponibles pour d'autres utilisateurs, ne sont pas disponibles pour OpenAI, ne sont pas utilisés pour améliorer les modèles de OpenAI, ne sont pas utilisés par Microsoft ou autres tiers parties. Et donc c'est pour nous uniquement. Donc, à l'heure actuelle, en tout cas, toutes les données que vous envoyez à Azure OpenAI ne sont pas divulguées à Microsoft et ne sont pas utilisées pour d'autres choses. Donc a priori, vous pouvez faire confiance et envoyer des données autant que vous voulez, même des données d'entreprise là-dessus. Évidemment, c'est à nuancer à quel point vous faites confiance à Microsoft et surtout, les termes of services peuvent changer. Il faut faire attention à ce que ces genres de conditions ne soient pas modifiées. Et juste un point pour la privacy et pour la sécurité. Hop. Je reviens là-dessus. Et donc, si je dois faire une conclusion rapide de ce tour de l'Azure OpenAI, alors j'en ai fait une démonstration très peu poussée, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire. Notamment récemment, il y a modèle GPT-4 avec Vision, donc qui peut analyser une image qui a été ajoutée, que vous pouvez utiliser. Vous avez l'API Whisper, donc qui permet de faire du text-to-speech, ou inversement, je ne sais plus. Mais vous avez ce genre d'API qui sont disponibles et que vous pouvez aussi utiliser. Et j'ai pas montré toutes les fonctionnalités, vous pouvez regarder ailleurs ce qui se passe. Mais si je dois conclure, pour moi l'intégration je l'ai trouvée extrêmement simple dans le code, le SDK est très bien documenté, et même s'il est en bêta à l'heure actuelle et que le SDK du coup change pas mal, les modifications font sens et je trouve que c'est assez naturel à utiliser. Certains modèles restent accessibles à l'utilisation, les prix sont, je trouve, très peu chers et on peut clairement s'amuser avec un GPT 3.5 pour pas beaucoup, sans dépenser beaucoup d'argent. Le SDK est compatible avec OpenAI, c'est quelque chose que je n'ai pas testé, mais donc là on a appelé Azure OpenAI. On pourrait aussi s'amuser à appeler, la plateforme OpenAI directement avec les modèles que vous avez à l'intérieur. Et ça s'intègre très facilement avec le service Azure, c'est l'avantage de l'inclusion avec Azure. Vous voyez, là j'ai voulu faire une base documentaire avec Azure OpenAI Search, etc. Enfin, avec Azure AI Search ou un blob storage. L'intégration a été proposée directement, je n'ai pas eu besoin de faire autre chose. J'ai déjà utilisé ChatGPT pour un projet où avec OpenAI, la version de OpenAI pour faire une base documentaire, ça vous donne un peu plus de développement. Et c'est le genre de trucs qui sont automatiquement gérés par Azure OpenAI. Vous m'avez vu quelques ressources. Vous pouvez retrouver le POC que j'ai fait sur le GitHub de Reboot Conseil. Et vous pouvez voir un peu plus aussi ce que vous avez dans la documentation Microsoft, ce que vous pouvez faire avec Azure OpenAI. Voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. J'ai pas exploré l'option. Je suppose que c'est vers un fichier ou vers un site web, mais je sais pas si ça indexe le site ou pas. J'ai pas regardé, tout simplement. Donc on me demande, pour la question, pardon, je sais pas si on a entendu. La question a été, est-ce que,
quand j'ai voulu brancher une data source, on avait une option URL website, et qu'est-ce que ça fait? Et donc, comme je disais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. A priori, rien à voir, justement, on peut convertir, enfin, on a une option que je n'ai pas spécifiée qui permet de convertir les textes qu'on a en vecteur directement, donc en embeddings, et donc ça n'a rien à voir, en fait, c'est un service d'indexation Azure, enfin, maintenant Azure Native Search ou maintenant Azure AI Search. C'est un service d'indexation et qui va vous stocker du JSON en fonction de vos data sources et avec le contenu et tout ça. Donc pas d'implémentation en vecteur, sauf si vous cochez l'option qui n'est pas toujours disponible d'ailleurs. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser le service directement via Azure ou plutôt par API, donc juste en appelant directement OpenAI par exemple? Moi, l'intérêt que je vois, c'est vraiment l'intégration avec Azure. C'est ce qui m'a frappé le plus, la disponibilité des modèles, le fait qu'on puisse créer plusieurs déploiements en parallèle et qu'on n'ait pas à gérer, enfin, et qu'on ait l'interface Azure. Moi, c'est ce qui m'a, enfin, c'est ce qui m'a frappé le plus. Après, oui, on pourrait s'amuser à recréer ça. Le service est encore en développement, donc il faudra voir aussi qu'est-ce qui va être ajouté par-dessus. Oui, pour une entreprise qui est déjà sur Azure, effectivement, ça va faciliter la gestion des droits, la gestion des accès, et on a tout qui est centralisé dans une interface Azure, notamment pour tout ce qui est partie gestion de budget, où on peut l'inclure dans les flux classiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et ben si c'est tout, et ben merci beaucoup pour votre attention. Le prochain Let's Talk sera le 1er février à 13h, ce sera par Ahmed, l'agilité real-time avec flexibilité. Un talk qui va être intéressant à développer, et on se voit là-bas.